Christine, Christian, je vous laisse la parole. Eh bien, salut Christian, je te remercie d'avoir accepté de nous parler de tes romans dans un moment où on est bien sûr confiné, mais également d'une façon un peu particulière, puisqu'en fait, comme tout le monde, beaucoup le savent, moi j'habite à Marseille, mais il semblerait que tu habites quand même assez loin de nous. Alors, dis-nous tout. Alors, dans un petit coin tranquille, surtout en ce moment, dans la périphérie de Toulouse. Est-ce que tu pourrais nous parler en fait de toi, de ton écriture, du pourquoi tu écris et peut-être comment tu écris? Alors, c'est un peu compliqué parce que j'estime avoir eu plusieurs vies. Alors, j'ai été marin, j'ai été électronicien, prospecteur sismique, informaticien, ingénieur de développement. J'ai été chef responsable de service dans une société américaine pendant plus de 20 ans. Alors, on n'entrera pas dans les détails. Ça serait un peu compliqué. Quant à mon envie d'écrire, disons que j'ai toujours été un imaginatif et un rêveur, et que j'aime en outre faire partager mes rêves, en faisant en plus passer une certaine vision des choses à mes lecteurs. Alors Christian, tu n'es pas un bleu, hein, tu as déjà été interviewé par Bob Boutique lors de la première version d'Actu TV, il y a de cela quelques années si je ne m'abuse. Tu as fait beaucoup de bouquins, de la science-fiction, du roman historique, peut-être un peu d'Uchronie, enfin tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Alors, combien as-tu fait de bouquins et est-ce que tu peux un peu nous en parler s'il te plaît? Alors j'ai publié donc 6 romans chez Chloé Délices, donc 3 romans d'anticipation, dont un space opéra de 600 pages, et 3 uchronies. Alors on entend par là un voyage temporel avec un voyageur qui, par ses maladresses et révélations, fait bifurquer le cours de l'histoire. En fait, ces 3 romans, ces 3 uchronies font partie d'une trilogie et se suivent avec les mêmes personnages. Alors nous venons de voir ton trailer, j'aimerais que tu nous présentes ta trilogie. Parce qu'en fait, il y a eu donc un premier volet, Mon amour à Pompéi, un second volet, Le dilemme de Trajan étant le troisième. Alors non, parce que je crois qu'il faut savoir s'arrêter avant de fatiguer le lecteur. Et je pense pouvoir m'appuyer sur l'exemple d'auteurs bien connus qui ont cru pouvoir surfer trop longtemps sur leur premier succès. Alors le premier tome de la trilogie, Mon amour à Pompéi, c'est l'aventure d'un juge d'instruction tombé amoureux d'une très belle Pompéienne découverte sur une très vieille gravure sur bois. À la suite de circonstances dans le détail desquelles je préfère ne pas entrer, il réussit à la rejoindre à Pompéi, où il arrive 2 mois pile avant l'éruption du Vésuve. Alors, bien entendu, lui sait ce qui lui pend au nez, alors qu'elle l'ignore. Alors, pour ce qui concerne la technologie permettant ces transferts temporels, bon, nous en sommes encore très loin, mais attention avant d'utiliser le moins possible. Alors, le deuxième tome de la trilogie, Les larmes de Titus. Alors, nos 2 héros se retrouvent cette fois-ci dans la Rome de Titus, donc, peu après l'éruption du Vésuve, et vont être mêlés à des événements plutôt dramatiques, comme le second grand incendie de Rome, aussi dévastateur qu'avait été l'incendie mieux connu sous Néron, et puis cette fameuse peste dont les contemporains ont parlé, et qui, selon les historiens, n'avait en fait rien d'une peste, mais on pense qu'il s'agissait plutôt de maladies comme le choléra ou la fièvre typhoïde, ramenées dans Rome par les réfugiés du Vésuve. Alors le troisième tome de la trilogie, Le dilemme de Trajan, alors nous nous retrouverons à nouveau à Rome, mais cette fois-ci sous le règne de Domitien, qui vient de succéder à Titus, son frère.
Et puis, certains personnages feront un petit tour par Antioche, une merveilleuse ville de l'Antiquité. Et puis, après s'être un peu perdus dans le labyrinthe temporel, nous nous retrouverons à Nicomédie, pour aller voir un peu ce que fabriquait Pline le Jeune, devenu gouverneur de la Bithynie, et sa femme Calpurnia. Alors, Pline le Jeune était un grand ami de l'empereur Trajan. Il recevait de celui-ci des directives avec lesquelles il n'était pas toujours d'accord, ou du moins qui lui posait un cas de conscience. Et bon, je me suis un peu inspiré de la correspondance donc, que ces deux-là entretenaient pour essayer d'imaginer ce qu'avaient pu être ces démêlés avec les premiers chrétiens et ces états d'âme. Alors, une petite précision à propos de ces trois tomes. Il s'agit de fiction, mais avec un arrière-plan historique et des personnages historiques très fidèlement restitués. Et puis, puisque tu parles de mon trailer, je voudrais ajouter aussi que tout ça repose sur la fameuse hypothèse des mondes multiples d'Hugh Everett. Hugh Everett qui était un physicien très connu, physicien américain très connu dans les années 50. Ce qui nous évite ce qu'on a appelé le paradoxe du grand-père. Alors le paradoxe du grand-père, bon, tu le connais, tu voyages dans le passé, accidentellement tu tues un de tes ancêtres, qu'est-ce que tu deviens? Donc là, pas de problème, ça n'existe plus. Quand j'ai parlé du personnage qui faisait dérailler l'histoire, qui faisait changer le cours de l'histoire, il s'agit d'une branche parallèle de l'histoire, donc aucune incidence sur notre présent. Alors tes personnages, dans ta trilogie, bien sûr, ils sont récurrents, en tout cas les principaux. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Et est-ce que tu pourrais nous donner, si possible, sans bien sûr dévoiler ton histoire, parce que sinon c'est pas du jeu bien sûr, est-ce que tu pourrais nous dévoiler le fil conducteur de la trilogie et bien sûr donc de ce troisième volet? Alors le fil conducteur qui traverse ces trois récits, ces trois romans, c'est bien entendu cette fameuse histoire d'amour, avec ses hauts et ses bas, comme toute histoire d'amour, mais un peu plus tumultueuse, on s'en doutera, compte tenu des circonstances. Pour ce qui concerne les personnages, alors on trouvera d'abord Roland Lévesque. Alors Roland Lévesque, c'est ce fameux juge d'instruction que j'évoquais, et qui est le premier à faire le grand saut, à inaugurer les transferts temporels. Et puis Jacques Liévin. Alors Jacques Liévin, c'est le scientifique qui permet justement ce voyage temporel. Ensuite, on aura Donato Amonelli. Alors Donato Amonelli, c'est un historien italien spécialisé dans l'histoire de la chrétienté, et surtout des premiers chrétiens, et qui va aider donc Jacques Liévin, le scientifique, et Roland Lévesque, à préparer le voyage, et qui ensuite sera impliqué dans deux opérations de sauvetage, où il s'agira d'aller récupérer justement le juge qui se trouve un peu dans la panade. On aura ensuite, eh bien, bon, l'épouse légitime de Laurent Lévesque, qui aura bien du mal à récupérer son mari, et puis, évidemment, la fameuse Laetitia, la superbe pompéienne, que Roland Lévesque était allé rejoindre dans le passé. Alors, qu'est-ce qui t'a donné, au départ, l'envie d'écrire une trilogie? Est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que c'est parce que tes lecteurs le demandaient? Est-ce que parce que ton idée a évolué, par exemple? Alors, en fait, j'ai toujours été fasciné par l'idée de me retrouver un jour dans le passé, de voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait vraiment. Enfin, à mon avis, je ne suis pas le seul. Bon, et puis, j'ai toujours été fasciné également par l'Empire romain, enfin cette période de l'histoire dont nous sommes les héritiers. Alors, évidemment, il suffisait finalement d'imaginer une bonne histoire pour que ça devienne vrai, et c'est ce qui m'a amené à écrire Mon amour à Pompéi, donc le premier tome de cette trilogie. Et en fait, c'est devant le succès
de ce premier roman que j'ai été amené à écrire le second. Et là, nouveau succès, j'ai écrit le troisième de la trilogie. Et j'ai décidé de m'arrêter là, comme je l'ai évoqué. Alors, je dois avouer que, en fait, tes voyages historiques sont particulièrement criants de vérité. Et je me demande comment tu as réussi à réunir autant de documentation pour donner une vraie crédibilité à tes personnages, à la trame de ton histoire. Finalement, souvent on se dit, bah, oh là là, dis donc comment c'était à l'époque, on y croit, quoi. Hein. Mais bien sûr que j'y suis allé, tu t'en doutes plus, j'espère. Non mais, bon, plus sérieusement, bon, la documentation, bon, c'est vrai que ça prend un temps fou, et honnêtement, sans Internet, je doute fort d'en avoir été capable. Alors, est-ce que tu as des projets d'écriture? Bah, je présume que oui. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous en dire un peu plus, bien sûr, sans tout dévoiler, parce que sinon, ce ne serait pas du jeu. Bon, alors là, rien de bien précis pour le moment. Bon, j'ai un petit peu l'impression d'avoir vidé mon sac, comme on dit. Mais enfin, attention, là, ça mouline, ça mouline. Hein. Disons que s'il devait y avoir un nouveau roman, ça serait vraisemblablement un roman d'anticipation où, actualité oblige, nous irions, avec nos propres bactéries et virus, contaminer une autre planète. Eh bien, Christian, je te remercie pour tous ces éclaircissements. Je pense que tu nous as vraiment donné envie de découvrir ta trilogie, de découvrir tes romans science-fiction. Et puis, bien sûr, j'espère te lire à nouveau pour de nouvelles aventures, que ce soit de tes personnages de la trilogie, qui sait, ou de d'autres. Première chronique de livre, un peu particulière, puisque Louis Delville nous a quittés. Un auteur avec un vrai talent de conteur. La vraie vérité, c'est son dernier recueil de nouvelles, et Christine Brunet nous le présente. La vraie vérité, le dernier ouvrage de Louis Delville. Bien, vous voulez que je vous dise, il y a du bruit et du silence dans ce recueil. Il y a la mort, il y a la vie, c'est un jeu omniprésent avec le lecteur, surpris en fait de passer de courtes nouvelles à des poésies enlevées, exercices d'écriture, jeux de mots. Il y a de l'espièglerie dans ces lignes, il y a des sourires, il y a de la causticité. Il y a de l'humain, enfin, entre amour et mesquinerie, entre petites joies et grands espoirs. Louis Delville appuie là où ça fait mal, relève les bassesses, mais également les grandeurs. Il souligne les travers de ceux qui pourraient être nous ou nos voisins. Et puis, il y a le temps qui passe, il y a l'après-mort. Cet ouvrage est un recueil, je vous l'ai dit, c'est un ensemble d'exercices de style, de galipettes, on va dire. L'auteur s'amuse, et d'ailleurs ça se sent, mais il se questionne aussi, préoccupé par l'après-vie, sans jamais se départir en fait de sa bonhomie, de son ironie, de son amour de la vie. Louis Delville était un conteur hors pair, nous le savons tous, il nous en laisse une fois de plus l'éclatante preuve. Et puis, page 91, il se définit en quelques lignes qui, somme de conclusion, propose à la toute fin une philosophie de la vie. Alors ça s'appelle, c'est un court texte en fait, qui s'appelle « Le monde a fait de moi ». Décidément, tu n'arrêtes pas. C'est ainsi que mon ami Jean-Claude, journaliste, m'a abordé récemment. C'est vrai que je suis actif. Dès que l'occasion se présente, je fonce, je prends. Depuis ma retraite, il y a 18 ans, j'ai entrepris plein de choses avec plus ou moins de bonheur. Impro théâtral avec des résultats mitigés, mais une impressionnante liste d'amis et d'amis plus jeunes que moi, évidemment. Le conte qui m'a fait découvrir l'écriture et la solitude du conteur face à son public.
J'aime cette sensation de savoir tout ce que je vais raconter. C'est grisant de voir les gens se poser des questions et de connaître les réponses. Il y a aussi le chant choral où chaque choriste n'est rien sans les autres, mais où les autres ne sont rien sans moi. Il y a l'écriture enfin qui me permet de laisser aller mon imagination où bon lui semble, sans barrière, sans tabou, mais en ayant toujours en tête cette phrase « Soyez celui pour qui quelqu'un a souri aujourd'hui ».